fattore in that had very much century. Tutte le esperienze queste stesse. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Marie-Noëlle, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'accepter de jouer ce jeu des entretiens auprès de la Fondation Jean Jaurès. Tout de suite, une première question très rapide, afin que tu nous expliques brièvement ton rapport, brièvement pas trop, ton rapport au Parti socialiste. Ton premier mandat, si je ne me trompe, c'est auprès de Germont, Oui. à Massy, Mmh. en 77, à Oui. la municipale. Tu es adjointe. Oui, au de Claude. scolaire. Avec d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon. Non, Il n'était arrive pas encore après. là, c'est après. C'est après. Et ta première victoire, parce que moi, ce qui m'a frappé quand on regarde ton parcours électoral, c'est que je ne crois pas qu'il y ait un seul mandat que tu n'aies pas fait. Tu as été Non. conseillère À générale. part président de la République, À ça part n'est pas président de la fini, République, mais je bon, te néanmoins, je ne le l'accorde, sens pas. mais ta carrière politique n'est pas achevée, peut-être, on ne sait pas. Premier ministre, Conseillère générale, Oui, conseillère régionale oui, dans le dans le Nord-Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais. députée de l'Essonne, Mmh. maire, évidemment, d'Athis-Mons, pendant quelques temps, De mandat et demi. sénatrice, évidemment, et députée européenne, Absolument. et ministre, mais qui n'est pas un mandat, qui est une fonction. Exactement. Donc tu as occupé J'ai vécu tous les mandats de la tous République. les mandats de la République, et donc tu vas pouvoir ainsi nous parler des spécificités presque de chacun d'entre eux, puisque évidemment qu'ils ont des rôles différents. Mais je voudrais revenir sur ce canton de 79 et cette victoire, parce que elle est difficile dans un département compliqué, qui était... Il y avait Pierre Juquin qui voilà, était Pierre installé, Juquin, qui était le installé. député de la circonscription. Donc, comment tu en arrives en 79, jeune, à être candidate du Parti socialiste contre le Parti communiste, et dans ton histoire, évidemment, du Parti socialiste d'alors, parce que tu n'es pas CRS Non, à l'époque, donc tu es dans une logique un je peu ne suis différente. plus CRS Tu déjà. n'es plus CRS déjà. Parce qu'en fait, j'ai adhéré Alors, au CRS. Allons-y. Alors, d'abord, peut-être dire que mon premier mandat vient comme maire adjoint de Massy, d'abord, en 77, je crois. Mais moi, je suis au Parti socialiste depuis 71. En fait, j'ai adhéré toute jeune au Parti socialiste. Et ça rejoint un peu ce qu'on a dit sur les mandats électifs, parce que, bon, d'abord, je suis d'une famille socialiste. Une famille à droite, très à droite, Tardieu-Zard à Belfort, et mon grand-père était le leader de la SFIO à Belfort avant-guerre. Ma grand-mère a fait de la résistance, mon grand-père est mort juste avant la guerre. Donc je suis dans cette famille, dans une famille républicaine, qu'il soit à droite ou à gauche. J'ai été biberonnée toute mon enfance sur la gloire de la République, de l'école publique et de la France, parce que quand on est belfortin, c'est important. Donc je suis culturellement, du coup, quand j'arrive dans les années 67-68 au lycée de Massy, je viens d'un terreau politique où le Parti communiste n'a jamais été très très fort. À Belfort, même s'il y a eu des résistants ma grand-mère était proche de certains communistes résistants, ils étaient faibles. Je suis aussi dans un endroit où on croit aux institutions républicaines, donc du coup le gauchisme m'attire que modérément. Je me rappelle, j'étais déléguée des élèves, je disais non mais il faudra bien prendre le pouvoir un jour, notamment quand Mitterrand a fait cette déclaration, le pouvoir est à prendre, je suis disponible. J'étais à des années-lumière un peu déjà, et c'est vrai que j'avais envie d'être utile dans l'action. Et j'ai toujours pensé que l'action locale était importante. Il faut se rappeler qu'on était une génération où on s'imaginait pas avoir un président de la République de gauche parce qu'on avait théorisé que la Ve République rendait impossible un président de gauche, ce qui a Pourquoi été... la théorie ? Il faut toujours s'en méfier. Moi, j'ai fait des sciences expérimentales et je crois beaucoup à la confrontation du réel. Donc, je suis à ce moment-là plutôt proche du PSU. Parce que justement, ma famille étant socialisante et SFIO, j'ai vu les mauvais moments de la SFIO, les apparentements, tout ça. Comme on en parlait beaucoup dans ma famille, mon père était SFIO molétiste, mon oncle était autre chose. Enfin, et j'avais l'impression que c'était de la magouille politique et pas de l'enthousiasme, pas du projet politique. Donc jamais j'allais adhérer à la SFIO. Je suis donc plutôt proche du PSU à l'époque, d'autant plus que j'ai pris le côté catho de ma famille
amis de droite et le reste de la gauche. Donc je suis et Massy est une ville qui était très fort, où le PSU était très fort, les catholiques de gauche, avec Céline Oral et tout ça. Donc je suis là et ensuite donc je rentre à l'école normale supérieure et là, comme m'avait dit ma maman, quand tu auras ton bac, tu verras, tu pourras t'engager. Et là, je suis de la génération 68 qui croit pas tellement au parti. Je me dis, je vais m'engager au syndicat, défendre la FEN, la grande FEN de l'époque. J'adhère au syndicat et par ailleurs, un truc tout bête, devant le resto universitaire de l'ENSET, il y avait une table avec 4 copains qui mettaient « Nous allons rénover le Parti socialiste ». Je leur ai dit « Écoutez les gars, là, je vous souhaite bien du plaisir, vous allez jamais arriver ». Et puis, il m'invite à des débats. Alors, c'est marrant parce que quand on voit maintenant, par exemple, sur les conclusions du Club de Rome, sur l'écologie, quand on nous dit qu'on n'a pas du tout pris la mesure d'écologie, il y avait déjà ces débats sur le mode de développement. Enfin, à l'époque, on nous disait qu'on n'aurait plus d'essence. Je sais plus quelle année, mais bon. Néanmoins, c'était... Et puis, ça m'intéressait, j'y trouvais bien, ils étaient proches de ce que je pensais. Et ils me disent, Marie-Noël, faut être 5 pour faire une section, on est 4. Est-ce que tu veux bien faire la 5e pour qu'on puisse aller voter au congrès d'Épinay? Et donc, j'ai fait la 5e en disant, bon, écoutez, d'accord. Ils m'ont dit, si ça te va pas, dans un an, bon, voilà. Puis je me suis pris au jeu. J'ai été aux réunions sous la mairie d'Alfortville avec Jean-Pierre Chevènement, Georges Sarr, Maud Chan, le CRS. Ils étaient tous CRS. Et moi, ça m'allait bien parce que l'union de la gauche, j'ai toujours cru. J'ai jamais cru qu'on pourrait gagner même si j'étais viscéralement pas communiste. Je pensais que le monde ouvrier, la gauche, c'est aussi s'occuper du monde ouvrier et je pensais que l'union de la gauche était nécessaire et surtout pas l'Alliance au centre. À l'époque, le CRS, c'était pour l'autogestion. Il y avait Marc Wolf qui avait fait les cahiers de l'autogestion. Je dis tout ça parce que c'est des rencontres d'individus aussi qui matricent les choses. Moi, j'avais été très passionnée par ce double discours, autogestion, union de la gauche. Et donc j'ai adhéré au CRS et en plus j'ai rencontré ensuite Gilles Martinet qui est arrivé, qui correspondait bien à ma culture PSU. Lui il vient du PSU, hein, lui est un des premiers du PSU qui arrive avant Rocard et tout ça au CRS. Et qui fait alliance au CRS, notamment dans une revue qui s'appelait Frontières. Exactement. Donc, à moi, je suis passionnée par ça. Je suis toujours dans mes études pendant longtemps. Et donc, je suis plutôt au MJS, aux étudiants socialistes. J'étais secrétaire nationale des étudiants socialistes. J'ai, du coup, siégé au comité directeur tout de suite, représentant les étudiants socialistes. J'ai rencontré François Mitterrand à plusieurs reprises, qui était toujours un peu intrigué par le personnage que je représentais. Parce que bon, j'étais ça. Et à un moment, quand Michel Rocard est arrivé, donc j'arrive donc avant l'arrivée de Michel Rocard, dans 74, donc c'est avant que quand Michel Rocard arrive, comme moi je me sentais très PSU dans ma culture, très transformation sociale, implication des gens, etc. J'ai cru à l'arrivée de Michel Rocard comme un apport important du PS qui devait contrecarrer des visions plus traditionnelles du marxisme. Voilà. Donc, à partir de là, je rejoins le courant Rocard. À l'époque, Patrick Vivray était très important pour aller chercher les jeunes générations sur le fond politique. Et comme je suis au comité directeur très très tôt, je rencontre Michel Rocard et je m'intègre dans ce courant. J'ai toujours été un peu dans un quant à soi dans ce courant. Parce que je ne venais pas du PSU, je venais du CRS. Alors on a rompu, Gilles Martinet et moi-même, avec le CRS, parce que le CRS acceptait mal l'arrivée de Michel Rocard. Les assises du socialisme. Exactement. Et donc, c'est à ce moment-là que je romps. D'ailleurs, à l'époque, François Mitterrand m'avait dit mais Marie-Noël, si vous rompez avec le CRS, mais venez donc auprès de moi. Mais moi, je lui avais dit, il m'avait invité rue de Bièvre le jour des assises, et je lui avais dit, mais monsieur, on l'appelait déjà président. Parce qu'il était le président de la FGDS ou je sais pas quoi, on le disait jamais. Oui, monsieur le premier conseil général de la voilà, enfin, on disait toujours. Et je lui avais dit, mais vous savez, moi, je suis autogestionnaire. Et j'ai vu ses yeux s'écarquiller pour me dire, mais qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'est-ce donc que ceci? Donc, j'ai expliqué le mouvement d'en haut, le mouvement d'en bas, le pauvre. Et il avait été assez lapidaire sur Rocard, assez dur sur Rocard. Il m'avait dit, mais Michel Rocard n'est pas un homme d'État, Marie-Noël. Mais moi, j'avais mes quelques années là, à être homme d'État.
moi, c'était pas un traumatisme fabuleux. Bon. Et donc, pendant ce temps-là, donc, je termine mes études et je reviens donc dans ma ville où je vivais avec mes parents, mais bon, j'étais interne. Et là, je m'installe à Massy, où Claude Germont était en challenge politique très fort avec les communistes. Alors, la ville de Massy, pour ceux qui n'ont pas forcément la connaissance de l'histoire, le maire de Massy était socialiste et la majorité du conseil municipal était communiste. Puisque quand le Parti communiste, je crois, au manifeste de Champigny ou autre, a fait la décision de dire on veut l'union, on est prêt à laisser des maires socialistes qui font l'union rester maires, mais on a la majorité au Conseil pour ne pas être embarqué n'importe comment. Donc quand Claude Germont arrive, il est dans ce cadre-là. Et en plus, lui, il vient de la CGT, il était responsable du peuple, donc il était une sorte d'entre-deux, entre la CGT mitterrandiste, mais il était pour les communistes une sorte d'entre-deux, ils ne le voyaient pas au début comme une forme de péril. Ils attendaient que le fruit mûr tombe et qu'ils récupèrent la mairie. Or, on n'a pas Claude Germont. Quand Michel Aubert est parti, Claude Germont a été élu comme successeur, et on a eu le challenge de gagner le rapport de force. Donc tous les nouveaux, moi j'étais au PS, je suis donc venue à la section de Massy. Et notre challenge, ça a été de devenir politiquement dominant, en tout cas majoritaire, ou en tout cas le plus fort à gauche. Donc on s'est beaucoup investi, mais c'était déjà ma culture associative, hein, dans les centres d'orthogénie, les consommateurs, les amicales de locataires. Et il y avait, association par association, une forme de rapport de force PSPC, ou en tout cas gauche socialisante et PC, qui a fait quand même que petit à petit, on a pris pas mal de présence dans toute une série de réseaux associatifs. Et de ce point de vue, Claude Germont m'a demandé, parce que j'avais beaucoup été impliquée dans tout ça, d'être au conseil municipal et maire adjoint. En plus, il voulait des femmes, des jeunes, etc. Donc, je rentre au conseil municipal, mais on est dans une période où, lui, il est mitterrandiste, je suis rocardée, hein, c'est pas la haine. C'est pas des haines recuites depuis 20 ans, qu'on s'engueule, que machin. On est dans la conquête. Donc, on n'est pas d'accord, on se châtaigne des fois sur le fond politique, mais on a un objectif commun et une certaine fraternité, même si les rapports de force politique existent. Mais j'ai vu se dégrader ce type de relation au cours du temps. On n'était pas héritiers, on était en conquête, on avait tous besoin les uns des autres. Alors, du coup, c'était une atmosphère qui attirait les gens. Parce que bon, on s'empoignait au Congrès, mais enfin, il fallait aussi qu'on gagne les élections face aux communistes. Il y avait quand même des adversaires communs. Alors, néanmoins, il n'était pas chaud pour que je sois candidate. Parce qu'il se disait qu'autant dans l'équipe municipale, il trouvait ça bien, autant pour que je sois candidate au cantonal, il aurait préféré... D'abord, je suis pas sûre qu'il n'aurait pas préféré que les communistes gardent leur canton pour une répartition. On a la mairie, tu me donneras la députation. Enfin bon, c'était un peu dans la culture du temps. Mais moi, je souhaitais être conseillère générale. Et du coup, j'ai donc été candidate. Et il a tout fait pour que je ne le sois pas. Donc j'ai été désignée à 2 voix. Au bulletin secret, il a contesté les chiffres à la commission des conflits. J'ai gagné à la commission des conflits et j'ai gagné à l'élection cantonale. Donc, parce que j'ai gagné d'abord parce que j'étais connue dans ma ville, hein, j'avais été lycéenne dans les assos, j'étais maire adjoint scolaire, donc je faisais. T'étais implantée. Voilà, et je faisais des commissions extra-municipales à fond la caisse sans arrêt. Non, j'avais plus cette culture PSU et assez forte qui spontanément me soutenait. Donc, je me suis trouvée élue. Je me demande si c'est même pas... Non, peut-être pas au premier tour. Enfin, j'ai fait... Oui, au premier tour, je crois que j'ai fait 37%. Enfin, des scores qu'on n'imagine même plus. J'ai dû faire 65 ou 7 au deuxième. Enfin, c'était des... Voilà, faut dire, c'était un grand ensemble. Hein. Oui. C'était tout Massy à l'époque. Donc, quand même... surtout, la vraie bataille, c'est que tu avais devancé le PC. Oui, et nettement, très nettement. C'était ça la vraie bataille. Voilà, la vraie bataille, c'était celle-là. C'était le premier tour, la vraie bataille. Donc là, je deviens conseillère générale. D'ailleurs, le conseil général est communiste à l'époque. C'était Robert Lakota. Viennent ensuite les élections, la députation. Alors là, d'abord, entre-temps, on gagne en 81.
quand Quand même. même. C'est quand même quelque chose de Oui, très, parce que très, sinon, les très, législatives n'existent voilà. pas, parce qu'il y a eu celle de Voilà. 78. Donc, Et on est, c'est bon, évidemment, on est tous très contents. Évidemment, Claude Germont espère à ce moment-là avoir un ministère, et je crois qu'il est assez déçu de ne pas être connu. Bon, mais néanmoins, sa première préoccupation, c'est de devenir député. Et moi, comme je lui rends la monnaie, le revers de la médaille, je lui dis, ben, c'est pas toi le mieux, le maire de Juvisy, André Bussery, parce que c'était une très très grosse circonscription, hein, Grigny, Savigny, Juvisy, c'est très gros. C'était une des plus grandes de France. Et je lui dis, écoute, alors il y avait eu une législative avant, déjà, il me semble. 78. Mais 78. Oui. Mais il avait été battu au premier tour par le Juquin, mais de peu, et je crois quand même un peu avec de la triche dans un certain nombre de villes. Dans quelques bureaux de vote, oui, il y a eu à l'époque, beaucoup de votants. Quoi. Voilà. Et puis nos camarades étaient d'une grande naïveté. Ils allaient manger à midi. Oui. Enfin, bon, bref. Laisser le bureau, on fait confiance aux camarades de lutte. Donc, et moi, à l'époque, j'étais conseillère générale, et je me rappellerai toujours, parce que quand même, je préside le meeting des systéments, parce qu'on était quand même très des systéments, Union de la gauche. Et là, je vois Juquin qui était d'une arrogance avec Germont, qui pourtant avec qui j'avais été un peu frité quand même. Si bien que j'ai dit à Germont, écoute, c'est simple, hein, on va l'appeler à voter pour lui, mais quand il parlera, on n'applaudira pas. Comme on était à Massy, c'était quand même beaucoup nos copains. Et l'autre, il était là, prends-toi. Je lui dis, écoute, t'es pas obligé de traiter les gens comme ça. On va voter pour toi, t'es pas obligé de les insulter. Bref, tout ça pour dire que donc arrive 81, je soutiens la candidature d'André Bussery, qui est désigné par les militants. Mais le national, n'acceptant pas que Claude Germont, qui était un fidèle... Oui, et puis peut-être secrétaire national, déjà à l'époque, je ne sais plus, nous désigne Claude Germont en dépit du vote des militants. Donc, il devient député, mais il m'en a voulu beaucoup, évidemment, de tout cela. Donc après ça, donc on arrive dans les années 81, etc. Alors, juste, je te coupe parce que là, de ce que tu nous dis, il y a un rapport quasiment fusionnel avec le Parti socialiste. C'est-à-dire que tu y as trouvé un équilibre. Ah, moi, c'était ta famille, quoi. C'est ma famille, voilà. Le pays. Même quand on s'engueule, comme on s'engueule dans une famille. Tu disais tout à l'heure, non, mais j'avais même pas l'idée de faire autre chose. Enfin, je veux dire, ça reste la famille. Et oui. Et pourtant, il y a un moment et c'est à ça que je voulais arriver, il y a un moment de rupture quand même dans ton parcours politique, en tous les cas, qu'après coup on analyse comme une rupture, que tu n'as pas dû vivre comme une rupture à ce moment-là. C'est cette période de 82-83, où donc il y a déjà l'expérience du pouvoir. Hein, on a été au pouvoir grâce à la victoire de François Mitterrand du 10 mai, confirmée par les législatives avec la majorité rose à elle toute seule, majorité absolue, pour le Parti socialiste, même si on maintient l'alliance avec le Parti communiste au sein du gouvernement. Et arrive ce congrès de Bourg-en-Bresse. Oui, alors avant arrive... qui est un peu bizarre, quoi. Oui, alors oui et non. Parce que ce congrès... D'abord, il faut rappeler que, comme j'étais dans le courant Rocard, j'ai participé à la période des désignations de François Mitterrand. Et j'ai vu quand même un étrange comportement, enfin, qui m'a paru manquer un peu de solidité d'analyse, d'ailleurs, et j'ai partagé cette analyse-là avec Alain Richard. On a fait une grande réunion des Rocardiens à Villeneuve-les-Avignon en 80, ça devait être en septembre 80 ou quelque chose comme ça. Et là, tout le monde était convaincu que Michel Rocard serait le candidat à la présidentielle, sauf moi et Alain. Parce que nous, on disait, vous êtes sympa, parce qu'ils disaient, mais Mitterrand ne pourra pas se présenter parce que les sondages sont mauvais. Alors moi, je leur disais, mais vous savez, Mitterrand, les sondages, c'est pas ça qui va l'arrêter. Lui, il pense qu'au deuxième tour, il aura leur aliment des voix de gauche, parce qu'il a été le candidat unique de la gauche, parce qu'il a fait le programme commun, etc. Ce qui est vrai. Je disais, en plus, c'est pas faux. Donc, lui, il va pas se laisser embarquer au premier tour sur celui qui est le meilleur dans les sondages. Donc, il ira, puis j'avais même pris une formule un peu brutale, mais il partira de toute façon qu'avec la moquette, il ira au bout du combat. C'est d'ailleurs une vertu d'aller au bout de ses combats. Et oui, c'était certain que sans rien faire,
sans rien faire, sans déposer des amendements au projet socialiste. Moi, j'en ai déposé sur la cogestion. Avec Patrick Vivray, d'ailleurs, voilà. qui était lui aussi, qui a défendu un certain nombre d'amendements. Donc, sur la cogestion, sur toute une série de choses, bon, on a déposé des amendements. Bon, alors, un truc marrant du genre, il y avait écrit dans le projet socialiste que la théorie des principes d'incertitude d'Heisenberg ne saurait s'appliquer aux sciences sociales. Il se trouve que justement, je fais de la mécanique quantique dans ma formation. Alors, je dis, mais ils sont délirants, quoi. Bon, tout ça pour dire que je constate que Rocard n'est pas un combattant. Alors peut-être qu'il se dit, si je divise, on va perdre. Hein, il y avait ça aussi, peut-être une sens de responsabilité. Mais du coup, je trouve qu'il appauvrit la synthèse qui me paraissait encore plus nécessaire entre une vision plus, à l'époque on disait autogestionnaire, la répartition du pouvoir, une autre façon de diriger, etc. Et du coup, déjà j'ai un doute sur la poursuite du courant Rocard comme porteur, parce que je souhaite quand même la victoire de Mitterrand. Moi, je suis pas. Une fois que c'est Mitterrand, c'est Mitterrand. Je suis une des rares à être montée en 74. Mais là, heureusement, je vais le dire parce que ça n'a plus d'incidence, mais heureusement, personne n'a récupéré mon discours. Je suis montée à la tribune, c'est à Créteil, la désignation de Mitterrand. Et je dis, chers collègues, chers camarades, je pense que François Mitterrand est un très bon candidat pour gagner, mais pas pour durer. J'avais le sens des réalités. Parce que j'expliquais qu'on ne pouvait pas durer sans mobilisation populaire, j'étais très... Voilà. Et que François Mitterrand... Ce qui sera d'ailleurs la ligne, en fait, de la motion que tu déposeras avec Jean-Pierre Worms et Alain Richard. Donc tout ça pour dire qu'il y a une continuité et un décrochage avec Rocard quand même, qui fait que quand Mitterrand arrive au pouvoir, et qu'on voit arriver la période dite de basculement de la rigueur, on l'a vu arriver un peu plus tôt parce qu'on perdait quand même toutes les partielles. Hein, et nous, on voyait bien quand même que dans l'électorat de gauche, ça flottait. Bon, alors peut-être qu'on n'avait pas non plus assez d'expérience pour savoir qu'hélas, ce genre de mécanisme de flottement est assez fréquent et qu'on peut redresser la barre. Mais du coup, on disait, là, ça n'imprime pas assez chez les gens. Bon. Donc, quand il y a le basculement... on avait pris contact avec Jacques Delors, qui était le ministre des Finances, pour discuter avec lui. Pourquoi parce qu'il était déjà sur la pause, lui. Hein, la pause, machin, etc. Donc, on avait pris contact avec lui. Et on arrive au congrès de Bourg-en-Bresse, et Rocard ne se compte pas, décide de ne pas se compter. Nous, on dit, ça ne va pas. Parce que si on n'a que la rigueur sans la transformation sociale, alors là... Et par ailleurs, la parenthèse... Nous, on n'y croyait pas, à la parenthèse. Alors, c'est surtout Alain qui pensait que la parenthèse, ça ne croyait pas, parce que sans doute, il était plus convaincu que moi des fondamentaux libéraux qu'allait s'imposer. Oui. Mais en tout cas, lui, il était convaincu que ce ne serait pas une parenthèse. Et moi, il fallait donc l'assumer que c'était pas une parenthèse. Et moi, j'étais sur la ligne de dire, mais à supposer même que c'est une parenthèse, et en tout cas, si on fait rien sur le qualitatif, sur le rapport au pouvoir, les institutions, etc., eh ben, on va être dans le mur. Delors nous a soutenus, par en dessous, mais Delors nous a soutenus. Du coup, on a été à Bourg-en-Bresse et on a fait ric-rac 5%. Je dis ric-rac parce que à l'époque, la Fédération des Bouches-du-Rhône n'était pas, un exemple de démocratie vivante. Alors moi, j'avais été disons que c'était une démocratie encadrée. Voilà, mais très encadrée, parce que j'ai été présentée. J'ai fait un tabac, mais un tabac. Tout le monde sait bien, Marino. En plus, j'ai de l'enthousiasme, il croyait. On s'est retrouvé avec 0,3%. Alors là, le soir des résultats, il fallait dépasser les 5. Et les 0,3 nous plombaient. Donc je prends mon téléphone, j'appelle Lionel Jospin. Parce que les garçons ne sont pas toujours très courageux quand il faut aller affronter les trucs. Donc j'appelle Lionel et je lui dis, écoute Lionel, si on n'avait pas ce score inacceptable des Bouches-du-Rhône, on a largement au-dessus de 5. Donc, je propose qu'on fasse pas un ramdam d'enfer de mettre le parti à feu et à sang. Faut rectifier le tir pour qu'on dépasse les 5. Parce que vu comment sont faits les recollements dans la Fédération du Bouches-du-Rhône, il y a du mou. Et c'est ce qu'a fait Lionel. Il a dit, vous avez mérité votre présentation, vous avez fait votre boulot, vous avez convaincu des gens. Donc, on va faire 5%. Vous allez être représenté des instances du parti.
Donc, on a été représenté au comité directeur. Et quand il y a eu les listes européennes à faire, Mitterrand a toujours été un homme qui avait souci de rassembler très large dans son parti. Alors, il crée son rapport de force, mais une fois qu'il l'avait créé, même quand il était un peu difficile, parce qu'à Metz, ça avait été très très compliqué pour lui à Metz, et il essaie de rassembler large. Donc, je sais qu'il a laissé un message en disant, écoutez, mettez Marinol Lindemann. Alors, en plus, je pense qu'il y avait plusieurs raisons pour ça. Une femme jeune, plus la minorité. Je me suis donc retrouvée 20e sur la liste conduite à l'époque, je crois, par Lionel. Oui, 84. Voilà. Et je suis donc devenue députée européen, puis c'était la dernière élue dans la nuit. J'ai su que j'étais Alors, élue. avant d'en venir justement, transition magnifique, tu n'as même pas besoin de moi pour faire la transition, puisqu'on devait parler des mandats européens. Juste une petite question. Quand avec Alain et Jean-Pierre Worms, c'est pas n'importe qui aussi Non, à ce moment-là. Hein. non. C'est un député qui a été un des rapporteurs du projet de loi sur la décentralisation. Oui. Donc voilà, c'est un sociologue de Très, métier. très développement local. Très développement local, qui continuera d'ailleurs ses recherches par la suite, oui. Pendant très longtemps. Donc c'est une personnalité qui compte quand même, qui joue, y compris dans le courant rocardien. Et Alain Richard, chacun sait... Non pas ce qu'il est devenu aujourd'hui, ça chacun le sait, mais à l'époque déjà c'est un des plus grands connaisseurs de la carte électorale, Absolument. du PSU d'abord, et ensuite du Parti socialiste. Donc ce sont des personnalités, au-delà de toi-même, il y a un trio qui dit quelque chose. Et il y a des gens moins connus qui ont joué un grand rôle, c'est tout l'apport écologiste. Ouais. On a, comment il s'appelle ce camarade qui était dans le Val d'Oise, maire de... on a toute une série de jeunes camarades qui nous disent attendez, l'écologie c'est fondamental, et donc la moitié de notre motion c'est nouveaux modes de développement, donc le local, l'État, parce qu'on est quand même pour les services publics, faut pas exagérer, et l'écologie. Ce qui fait d'ailleurs que quand après le congrès on est représenté, Lionel met tout le monde à la direction, je deviens secrétaire nationale adjointe à l'environnement, la première du Parti socialiste. Michel Peuzet était au-dessus de moi, et j'ai fait l'urbanisme, l'environnement, quelque chose comme ça. Et j'ai fait la première réunion du PS sur l'environnement avec Huguette Bouchardot à Massy, le secteur environnement du Parti socialiste. Mais alors comment ça se passe au sein du courant rocardien, parce que pour le courant avait été créé en 79, mais avait été rabaissé en 80. On se souvient que le congrès de Valence... Alors, on les voit peu à cette période-là. On vit notre vie. Oui, affaibli en tous les cas. Oui, ça s'est quand même bien affaibli. Oui, on ne se voit plus, on cohabite. Hein. En plus, ils ne s'auto-organisent pas beaucoup, les rocardiens, à ce moment-là. Donc, c'est qu'après, à partir de Toulouse, où ils vont s'organiser bien plus. Ça va d'ailleurs être un moment de désaccord avec Alain, qui m'a dit, moi, le train Rocard va partir, je vais y être. Je reviens dans la famille, je reviens à la maison, quoi, en quelque sorte. Quoi. Et moi, je lui ai dit, il faut garder notre autonomie, apporter quelque chose, etc. Donc, tout ça fait que oui, c'était des personnalités un peu différentes. Mais on se complétait assez bien dans un respect mutuel. Il y a des trucs rigolos parce qu'on n'est pas sur la même culture. Alain qui arrive à une réunion au Havre avec des copains d'Auquerre et on est au café et dans un café on lui dit qu'est-ce que vous voulez boire, un verre de lait. J'ai vu les camarades à l'époque, c'était pas de. Mais il assumait. Vraiment, Alain il a toujours assumé ses positions. Ça, c'est un courageux dans ce qu'il défend. Alors comment tu y faisais référence tout à l'heure, tu seras par la suite député de l'Essonne, hein, là on balaye rapidement, hein, tu seras en 88 élu député de l'Essonne, ensuite maire d'Athis-Mons. Alors je deviens député de l'Essonne en rupture avec Claude Germont. Oui, bien sûr, en 88. Voilà, au moment où je vois que la tension s'accroît avec Claude Germont, je dis c'est comment dire, c'est destructeur pour tout le monde. Alors moi, je me perds dans des batailles de chiffonniers localement. Je suis député européen et maire adjoint parce qu'à l'époque on pouvait cumuler. Et avant, il y a eu l'arrivée de Jean-Luc. En 83. En 80, les élections cantonales qu'on suivi. 82.
82-85. Parce qu'en 80, aux élections cantonales, enfin départementales qui suivent, je suis à l'origine, je suis conseillère générale de tout le canton de Massy. Et il est divisé. Et il est divisé en deux. Et non, mais il l'avait fait venir dès que j'ai été élue conseillère générale. Il était là déjà. Mais en fait, Mélenchon est arrivé en 79 pour éviter que je devienne conseillère départementale. Et c'est lui qui fait que le rapport de force est ric-rac. Il y a des fois, je me dis, heureusement qu'il n'est pas arrivé 6 mois plus tôt. Mais j'aurais fait aussi ce qu'il fallait. Mais oui, donc Jean-Luc est là. Et on ne peut pas dire qu'il adoucit les mœurs dans le rapport avec Gerbon. Parce que lui, il défend avec vigueur la ligne mitterrandiste, etc. Donc, oui, à ce moment-là, Mais à un moment, il décide que... quand est-ce qu'on a décidé? Et pourtant, avec Jean-Luc, par la suite, tu vas faire... oui, alors, c'était très marrant. Donc il devient conseiller général en 84. Et il n'a pas de voiture. Donc, il ne conduit pas. Enfin, il a une voiture, il peut avoir une voiture, mais il n'a pas de permis. Donc, pour l'emmener au conseil général... C'est toi. Moi, bonne cato, même si c'est le courant qui n'est pas machin, j'en ai rien à faire. C'est Jean-Luc. Je l'emmenais beaucoup au conseil général. Et du coup, comme on a le goût du débat tous les deux, on s'affrontait sur le fond. Hein. Et en particulier, moi, on avait des débats sur le marxisme en me disant les pensées scientifiques. Je lui dis, mais mon pauvre Jean-Luc, la pensée, elle est relativiste, elle est dans l'incertitude, elle est quantique. Donc, et puis, je voyais aussi qu'il rongeait son frein parce qu'il trouvait que l'action gouvernementale n'était pas assez transformatrice au regard de ce que lui souhaitait. Donc, moi, j'étais dans ce courant néo-rocardien, comme on disait. Lui, il était dans le courant mitterrandiste où il rongeait un peu son frein sur la ligne politique. Et on discutait souvent ensemble du fait que c'était quand même incroyable que le mouvement socialiste ne soit pas capable de faire une synthèse vers le haut. C'est-à-dire, comme on disait, ils font la synthèse vers le bas, c'est-à-dire qu'ils font de la gestionnite. Hein, ils gèrent le réel, machin. Mais l'ambition transformatrice, eh ben, elle s'érode. Donc nous, on disait, mais on a deux cultures différentes, mais sur toute une série de choses, on se retrouve. Notamment quand il y a eu le congrès. Quel est ce congrès il y a eu un congrès, il était où ce congrès? Congrès de Lille en 87 ? Non, j'ai l'impression que c'était après. Toulouse, 85 ? Peut-être après. En tout cas, je ne sais plus le courant où la gauche socialiste, André Mélenchon déposait une motion. Mais si, c'est bien plus tard. C'est celui de... Ah non, c'est celui de Brest. Rennes. Le congrès de Rennes, 90. Non. Tout ça pour dire qu'avec Jean-Luc, on cohabite dans ce truc, mais on fait quand même des alliances au Conseil général. Il me dit, tu devrais être présidente de groupe, parce que comme ça, on fédère tout le monde. On était très sensibles à l'époque quand même de rester unis, même quand on se fritait entre nous. C'était oui, il y avait une culture commune. Et puis dans l'Essonne, on était fiers d'être un département où on débattait, où les gens assumaient leur ligne, il y avait des vrais débats de fond. Donc voilà, ça n'a pas changé jusqu'à il y a peu. Oui, ça a été toujours la marque de fabrique de l'Essonne. Il y avait Paul Loridan à l'époque qui était le premier fédéral CRS. Oui. Enfin bon, nous on avait des vrais débats. Donc tout ça, on en était où là? Alors, moi, je voulais justement t'interroger par rapport à 84, parce que tu deviens députée européenne. Oui. Ce que tu sauras de nouveau par la suite. Oui, plusieurs fois. Donc plusieurs fois tu vas être députée européenne. Donc ce qui marque quand même une volonté. Notre courant à l'époque était fédéraliste. Et ton courant à l'époque néo-rocardien est très européen et fédéraliste. Très pro-européen et un des rares à assumer le fédéralisme. Exactement. Sinon le seul d'ailleurs dès 84 à assumer 82 à assumer ce fédéralisme. Et pourtant toi, non pas que tu deviennes anti-européenne, mais tu vas avoir petit à petit. Ça mettra du temps. Tu vas avoir une évolution, je dirais presque inverse de ce que par exemple, le mec de gauche moyen. Copain du CRS qui était très sur le socialisme dans la nation, etc. Et qui, à un moment donné, ont estimé que la géopolitique impliquait la construction européenne et que du coup, si tu faisais ce choix-là, alors il fallait aller jusqu'au bout de ce choix. Bon, exactement. C'est un peu l'évolution, oui, qu'ont fait pas mal de camarades provenant du CRS et sur lesquels ils ont rompu avec Jean-Pierre Chevènement au moment de la guerre du Golfe. Exactement. Voilà. Donc, toi, c'est presque le cheminement inverse. Inverse, oui. Pourquoi? D'abord parce que quand je suis arrivée, moi je suis restée longtemps fédéraliste, parce qu'à l'époque, il y avait... on était très peu nombreux.
Et on était très proches, les sociodémocrates. Quand on voyait les gens, les Belges, moi j'étais dans le même bureau, alors en plus on n'est pas encore les gros bureaux, on était 3 dans le même bureau, avec les copines belges, elles étaient on est très gauche. Les Allemands avaient la culture de la négociation plutôt que la culture de l'État, mais pour le progrès social, augmenter les salaires, réduire le temps de travail, améliorer, etc. Donc on était une social-démocratie, on était peu nombreux, et on était c'était même avant l'entrée de l'Espagne et du Portugal, sûr, puisque 86. j'ai été au Cortés représenter le Parlement européen quand les Espagnols ont voté pour l'entrée dans l'Union européenne. Donc on était peu nombreux, avec un socle social-démocrate et une culture républicaine PS, mais qui était acceptée parce qu'on n'était pas dans l'uniformisation et on n'était pas encore sous la pression libérale. Et quand on voit arriver l'Espagne et le Portugal, on est plein d'enthousiasme parce qu'on se dit c'est le triomphe de la démocratie. Et le modèle européen va pouvoir éclore. En plus, la gauche était forte en Europe. Donc, on pouvait légitimement espérer qu'il y avait un modèle social qui pouvait prendre des tonalités un peu différentes d'un pays à l'autre, mais avec des grandes convergences. D'ailleurs, de toute façon, j'ai toujours plaidé pour, très tôt, avec des camarades allemands notamment, sur l'idée d'avoir un traité social sur un principe de convergence, pas sur un principe d'uniformité de réglementation. Et donc, moi, je trouvais ça fabuleux, très intéressant. Et puis, petit à petit, j'ai vu l'Europe changer de nature. Cette fraternité militante de la gauche européenne, avec l'élargissement d'une part, avec la poussée libérale, parce qu'il faut quand même jamais oublier que François Mitterrand est arrivé à rebours de l'histoire, paradoxalement. Moi, j'en voudrais toujours au Parti communiste de ne pas avoir fait l'effort qu'on gagne en 1974. Je reste persuadée que si la gauche française avait gagné en 1974, et notre pays et la gauche seraient parce qu'elle était plus en phase. Oui, en 1974 qu'avec voilà, en 81, où elle était à rebours de tout le monde, etc. Donc, à partir de là, j'ai vu se dégrader, j'ai vu petit à petit les États et une partie de la social-démocratie. Alors, il y avait déjà Helmut Schmidt, n'était pas un gaucho de chez gaucho. Mais au Parlement européen, c'était plutôt Willy Brandt et sa compagne, comment elle s'appelait cette femme, qui était une femme très prussienne, très impressionnante, qui était majoritaire, donc plutôt des gens à la gauche de la social-démocratie à l'époque. Hein. Il y avait il y avait à l'époque, comment il s'appelle, celui qui a été à Die Linke ensuite, le fondateur de Die Linke, Oscar Lafontaine. Tout ça, on se sentait assez bien. Il y avait plein de convergences avec toute une série de ces gens. J'ai vu petit à petit dériver et l'élargissement de l'Europe faire perdre de sa substance et la gauche européenne, la social-démocratie, commencer à se déliter, en tout cas au regard de mes... Donc, et puis plus j'étais dans les institutions, plus je voyais qu'on n'arrivait pas à avoir des majorités pour faire évoluer dans le sens que je pensais juste. Alors en plus, on est obligé du compromis avec le PPE notamment. Oui, PPE, ça. PSE. Et puis par ailleurs, alors j'en veux toujours un peu aux socialistes français. J'ai jamais compris pourquoi ils se sentaient un complexe par rapport aux sociodémocrates. Au lieu d'aller leur dire, écoutez les camarades, vous avez votre vision, puis nous on a la nôtre. Sur quoi on peut avancer, résister de temps en temps, essayer de faire qu'on gagne des batailles quand même pour trouver un compromis qui ne soit pas l'alignement. Franchement, d'abord, ils n'étaient pas toujours là. Bon, ça, premier problème. Deuxième problème, ils ne défendaient pas les positions. Mais ça a été longtemps. Hein. Quand Jospin a fait les 35 heures, c'est moi qui ai défendu Jospin dans le groupe socialiste. Hein. Quand on me connaît, bon, enfin j'étais pour les 35 heures. Hein, mais tout ça pour dire que, vous voyez, ils n'étaient pas dans le challenge pour essayer de construire une gauche européenne avec un peu d'équilibre entre la partie plus résistante au libéralisme, etc. Donc tout ça fait que j'ai vu... Puis alors, j'ai pas vu assez tôt 92. Chevènement dit la même chose. On a sous-estimé l'acte unique. Parce que on a sombré assez vite dans l'idée qu'on nous disait... Alors, c'est un truc qui m'a beaucoup appris en politique, c'est quand on lit les rapports,
en fait, on pense que c'est la vérité. Enfin, vous voyez, je veux dire, c'est dur d'avoir l'esprit critique sur un rapport. Il faut déjà être bien charpenté politiquement, avoir lu des trucs contraires, etc. Mais quand on est un peu démarrant, on croit que les rapports de la commission, ils disent la vérité, quoi. Donc, bon, j'ai assez vite compris que ce n'était pas le cas, mais donc j'ai cru que le grand marché allait être favorable à l'expansion industrielle française, à notre capacité de saisir ce grand marché. J'ai pas vu que les règles de concurrence telles qu'elles étaient mises en œuvre heurtaient profondément notre culture, qui n'est pas une culture libérale de l'État intervient, il y a genre des aides d'État, voilà, et des aides d'État, une industrie structurée par l'État. Voilà, par l'État ou des grands groupes eux-mêmes structurés par l'État. Enfin, en tout cas, globalement, j'ai pas vu venir même le démantèlement des services publics, qui était en fait déjà écrit dans 92. Quand on le vote, ce débat n'est pas ouvert. N'est pas ouvert. Donc là, on s'est fait un peu piéger par manque de sérieux, une partie des gens de gauche, parce que l'acte unique a été, il faut avancer vers l'Europe. De toute façon, la thèse, c'est qu'il faut toujours avancer plus, qu'importe le où on avance, j'allais dire, pourvu qu'on avance. Donc, et quand j'ai vu petit à petit le rouleau compresseur, remise en cause des services publics, aide d'État supprimée, là, j'ai commencé à voir que ça se profilait très mal. Alors, je me suis repliée sur la commission environnement, parce que je me suis dit, je ne vais pas être en guerre toute seule contre toute la social-démocratie européenne, avec un parti qui n'était pas chaud pour se battre. Alors, je l'ai fait à certains moments, au moment du non, ou d'autres moments, je disais ce que j'avais à dire, mais je sentais bien que j'arrivais pas à faire bouger les lignes. Par contre, je me suis beaucoup investie dans la commission environnement du Parlement européen, parce que là, pour le coup, on avait du retard français. Et que j'ai vu très vite qu'on était en sous-estimation des menaces, des politiques à mener. Et je me suis bien éclatée dans la commission environnement, où là, j'étais plus en phase souvent avec les sociodémocrates que sur les autres sujets. Juste pour terminer, parce que je vois que l'heure tourne, il y a un point sur lequel je voudrais t'interroger, parce que en lien avec tout ce que tu viens de nous dire sur ta perception de l'Europe, et l'évolution de ta perception des conséquences, en tous les cas, de la construction européenne telle qu'elle se faisait. Pour beaucoup, c'est une question, en tous les cas pour certains, c'est une question qui mérite en quelque sorte, ou qui justifie une séparation entre socialistes et même entre certains de gauche, oui, c'était le départ du CRS en particulier. Et c'est le départ du CRS, d'une partie. D'autres estiment au contraire que finalement ce qui s'est passé au travers du référendum, par exemple sur le traité constitutionnel, où le parti s'est scindé en deux, finalement aurait pu très bien être évacué, empêché si le Parti socialiste à l'époque n'avait pas pris position sur cette pratique référendaire. Mais si on pense ce que vous dites les uns et les autres, comment peut-on estimer que cette famille socialiste qui s'était réunie au congrès d'Épinay, qui avait gagné en 81 et ensuite, et les années d'après, pourrait continuer à exister alors que la question européenne est à ce point diréminente dans les choix politiques que les responsables politiques font? Si on estime que cette question est diréminante, comment faire en sorte que cette famille se réunisse ou pas? Ou doit-elle se réunir? Et quand je dis famille, c'est pas juste les socialistes. C'est la famille élargie de la gauche. Hein. Alors, premièrement, ça renvoie à des questions qui sont devant nous. Encore que, bon, j'expliquerai que je pense que c'est moins devant nous qu'il y a quelque temps. La première chose, c'est que, malgré tout, j'ai constaté avec le temps que faute d'un projet socialiste, c'est devenu un projet européen. C'est-à-dire l'Europe a été une valeur substitutive au projet de changer la société, etc. Alors moi, j'étais pro-européenne parce que je pensais que c'était une nouvelle étape qui permettait de mieux rayonner. Plus je suis internationaliste, donc à partir de là. Mais là, quand c'est devenu un but en soi, là, j'ai commencé à trouver que les choses commençaient à être un peu gravissimes. Et pourquoi je pensais que c'était pas judicieux de se diviser sur le fond, oui, mais pas en termes d'organisation,
c'est que je n'ai jamais abandonné l'idée que la gauche allait se réveiller sur le fait qu'on peut être pro-européen sans être pour l'Europe libérale. Et j'ai jamais désespéré de voir la gauche française avoir une stratégie de rapport de force, et la France d'ailleurs en général, notamment quand on est au pouvoir, une stratégie de rapport de force pour peser dans le cours des affaires européennes. En particulier, quand on a eu cette convention Europe avec Jospin, juste avant son arrivée au pouvoir, où la grande majorité enfin la majorité, pas la grande, une petite majorité avait en fait voté en faveur de l'amendement qui était critique sur l'euro, et que Jospin il a bien vu ce qui se passait et a eu l'intelligence de dire l'enjeu c'est d'avoir des conditions au passage à l'euro pour qu'on ne soit pas embringué on avait déjà eu Maastricht qui était déjà bien encadré, etc. Moi j'ai voté oui à Maastricht parce que Mitterrand, d'abord j'étais au gouvernement, c'était un peu plus compliqué d'aller dire je vote non, et la thèse de Mitterrand c'était de dire Marie-Noël, on est à une phase historique où le mur de Berlin est tombé. Si on n'ancre pas l'Allemagne à l'ouest, elle va être tentée de faire Mitteleuropa, et c'est très mauvais pour la paix à terme. Donc, et pour la France. Donc il faut l'ancrer à l'ouest. Et la thèse, c'était que la seule façon, la seule politique qui était très intégrante, c'était la monnaie. Donc il faut faire une monnaie. Je reste convaincu qu'une monnaie unique était une bonne chose. Le seul vrai problème, c'est que le niveau de l'euro était surévalué par rapport au franc. Oui, les conditions du pacte de stabilité et l'absence de gouvernement économique qui fait qu'en fait la Banque centrale et les grands fondamentaux sont immuables. Enfin, heureusement, la Banque centrale s'est avérée plus pragmatique que les grands fondamentaux. Donc, moi, ce choix, je sentais bien qu'on était dans une période historique particulière. Et c'est vrai que je n'étais pas pour jouer avec le feu sur laisser l'Allemagne s'installer avec les pays de l'Est contre la France, quoi. Enfin, contre. Ou en parallèle, en tout cas. Bon. Donc, ça m'avait assez convaincu. Mais alors là, quand on arrive au traité... comment il s'appelle, traité institutionnel. Non, quand c'est sous Jospin, le traité de Dublin, oui, c'est ça. Et là, je dis, quand Jospin arrive au pouvoir, je ne comprends pas qu'il résiste pas. Et là, je dis, on est cuit, parce que c'est Dublin qui éternise les critères de Maastricht. Les critères de Maastricht étaient pour aller à l'euro. Et là, ils deviennent Chirac avait accepté le pacte de Dublin, qui fait que ça devient des fondamentaux, donc le keynésianisme, cuit, fini. Bon. Sauf que non, en fait. Ben si, parce que le keynésianisme, c'est on fait pas du déficit subi, on fait du déficit choisi. Oui, contracyclique, choisi là, au moment où on veut le faire. Là, on se fait, parce que ça mérite. Regarde la banque européenne, ce qu'elle fait depuis... plusieurs années maintenant. Avec mais parce qu'on était en crise. Oui. Elle n'a pas utilisé ça comme un élément de regagner et de transformer une croissance pour l'emploi. Hein. Bon, en tout cas, quand Jospin renonce, là, moi, je suis quand même très inquiète. Je me dis, là, on est dans l'étau, la France va décliner et notre modèle social va y passer. L'argumentaire de Jospin, c'est qu'il ne pouvait pas commencer la cohabitation en clivage. Bon, moi, j'ai jamais compris ça, mais bon, parce que bon, je pense qu'en politique, on est élu, on a un mandat, le chichi, il est peut-être président de la République, mais voilà. Bon, bref, donc ça a été pour moi très important, cette impuissance récurrente de la France à réorienter. Donc, j'ai jamais totalement désespéré. Je me disais quand même, ne serait-ce que même le TSCE. Quand Hollande est élu, même si je savais son tropisme, parce que moi je lui avais dit à François, ne fais pas voter les militants sur le choix référendaire pour qu'on ait... D'abord Chirac aura peut-être peur, il ira au Parlement, et s'il va au Parlement, que les députés socialistes se divisent est moins grave politiquement que quand c'est le peuple de gauche qui se divise, et encore plus... Parce que moi, je lui avais dit, à l'époque, les sondages étaient pour le oui. Je lui avais dit, tu verras le non. Mais c'était un truc simple. On était ric-rac à Maastricht. Dis-moi quel est le mec de Maastricht qui a voté non, qui est pour le oui aujourd'hui. J'en connais pas. Des mecs qui ont voté oui et qui sont pour le non, j'en connais. Donc le non va gagner.
Bon, il voulait pas me croire, mais non. Bon. Et puis, il voulait régler d'autres comptes politiques internes. Et je pense que c'était une brisure absurde. Je donne souvent des exemples. J'ai vu des sections du Pas-de-Calais, les gens me disaient « Oh, c'est connerie d'Europe et machin ». Alors moi, je leur disais « Mais non, c'est les conditions de l'Europe. » Et trucs. Et ils ont voté pour le oui tous en interne. Et dans le village, il y a eu 2 voix pour le non, avec des sections à 30 personnes. Bon. Donc, en fait, les camarades, ils votaient pour pas faire chier le premier secrétaire. Puis après, on se retrouvait... bon. Donc là, j'ai commencé à trouver qu'on était dans l'impuissance pour la France, dans une forme de paranoïa, de décalage entre ce qu'on faisait, ce qu'on disait, les convictions, etc. Et c'est vrai que Hollande, pour moi, ça a été l'aboutissement de la trahison, parce que le TSCE, qu'est-ce que ça gênait de dire non? On n'arrêtait pas l'Europe. On leur disait, bon, les gars, maintenant, on se remet autour de la table. Il y a quand même des trucs à régler. Les déséquilibres s'accroissent. Les déséquilibres franco-allemands, c'est considérablement accru. Et Marie-Noël, si tu continues à penser ça, alors aujourd'hui, légitime, comment peut-on imaginer, compte tenu du poids de l'Europe et mais j'ai jamais dit qu'il fallait quitter l'Europe, moi. Non, mais je sais bien. Compte tenu, juste au contraire, je sais bien que tu ne dis pas ça. Compte tenu de ces divergences de vues, comment peut-on imaginer que des forces politiques puissent se mettre d'accord pour proposer un chemin à nos concitoyens dès lors qu'ils ne se mettent pas d'accord sur ce sujet qui à l'interne en France. Oui, bien sûr. Alors moi, justement, aujourd'hui... Dans la famille socialiste... Voilà, parce que pendant un moment, au sein du PS, l'idée d'un rapport de force pour faire bouger les choses en Europe n'était pas exclue. Ça s'est petit à petit amoindri. Mais pendant longtemps, on avait un débat sur la méthode du rapport de force. Mais l'idée d'essayer de changer l'Europe était quand même quelque chose encore dans le logiciel. Je pense qu'aujourd'hui, cette question est moins grave. Parce que la réalité de ce qu'est devenu l'Europe, de ses blocages, de ses clivages, on est à la fin de ce cycle néolibéral, qu'on le veuille ou non. Ce qui est dramatique, c'est que justement, ce ne soit pas la gauche qui incarne l'alternative. Bon, ça, on pourra revenir dessus. Mais tout ça pour dire que je suis moins sûre que ce soit l'Europe qui va être un point de clivage pour une reconstruction d'une gauche plus unie. Parce que tout le monde a pris conscience qu'il faudrait de toute façon qu'il y ait quelque chose de neuf qui naisse. Alors après, la même chose, on a toujours des débats sur les chemins, mais le réel nous bouscule, la sortie du Brexit, etc., l'exemple du Covid, ça oblige à repenser. En tout cas, oui, peut-être de manière trop optimiste, je suis restée longtemps avec la conviction que on pourrait, le réel nous amènerait à devoir modifier les comportements d'accompagnement libéral de l'Europe. Voilà. Et force est de constater que, hélas, non, je n'ai pas gagné ce combat. Pas encore. Pas encore. Mais en même temps, j'ai toujours été assez hostile à l'éclatement, parce que j'ai toujours cru au débat interne. Donc même si on n'était pas d'accord sur l'Europe, je pensais qu'on allait pouvoir, et on avait gagné cet amendement pour réticence à l'euro. Donc moi, j'ai toujours espéré que le parti reste une ruche de débat sur le fond, où les militants s'investiraient sur ce qu'ils pensaient vraiment nécessaire pour le pays. Mais on s'est dévitalisé quand même, notre parti. On s'est dévitalisé. On n'a jamais eu beaucoup d'ouvriers. Il y avait pas mal de salariés ouvriers venant de la fonction publique. On est commission entre les secteurs entreprises, il y avait Renault, il y avait... Et on a tout privatisé, donc au bout d'un moment, il n'y a plus de comité d'entreprise, des sections d'entreprise. Les salariés de ces boîtes n'ont plus confiance en nous. Le PC, la tension s'est accrue. Lui-même a eu des difficultés à garder une implantation ouvrière. Et donc le décalage avec la réalité de la société française, avec toutes les thèses de Terra Nova, l'enjeu, ça va être le bloc central. Des catégories intégrées, etc., que moi j'ai toujours considéré comme assez suicidaires. Du coup, voilà. Et donc j'étais pour l'unité parce que justement, comme disait notre ami Jean Popren, j'étais pour le front de classe. C'est-à-dire, je pensais que sinon, c'est les couches dominantes qui gagnent. Voilà. Et donc on a commencé avec une rocardienne. Et on finit par une popréniste. Je suis avec Emmanuel Morel, qui lui a toujours été popréniste. Bien sûr, c'est pour ça que je faisais référence. Ouais. Merci Marino.
Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.